tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition. Orbital Solutions Monaco, un satellite créé en principauté. Dragon 06, formation pour les sapeurs-pompiers de Monaco. Présentation de l'édition 2020 du Printemps des Arts. Et notre invité de la semaine sera l'ambassadeur de France en principauté, Laurent Stefanini. Nous allons prendre la direction du quartier de Fontvieille où s'est rendu Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II mardi après-midi afin d'en savoir plus sur un satellite qui est en train de voir le jour sur le sol monégasque. Il était jusqu'à peu réservé à des institutions comme la NASA, mais avec les smartphones, les technologies de miniaturisation ont permis une véritable révolution, car ces technologies peuvent être produites et assemblées dans des laboratoires plus petits. Le New Space est donc en marche en principauté. Il faut se fixer, dans une nouvelle entreprise comme ça, il faut se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Le premier objectif, bien entendu, c'est d'asseoir tout le projet avec l'envoi d'un premier satellite qui va rejoindre une flotte déjà de 2 satellites existants. Ce qui est très intéressant justement avec le New Space et les nanosatellites, n'est-ce pas, qui sont des petits satellites en fin de compte de 1 à 10 kilos plus ou moins, c'est qu'on peut les fabriquer et les tester en temps record, alors qu'il fallait avant des années avec les gros satellites. Maintenant, on parle de quelques mois avec les nanosatellites. Et donc avec des équipes réduites. Bien sûr d'ingénieurs qui sont pointus, mais des équipes quand même réduites. Donc par exemple, là, vous voyez au travail dans la partie électronique, test, microscope, etc., monsieur Alex Erlang, qui est sud-africain. Ce premier satellite OSM est donc en cours de création sur le sol monégasque, ici même à Fontvieille. Sa taille correspond à un petit bagage cabine et permet ainsi à Monaco d'avoir un programme spatial. Ça n'aurait été pas possible il y a même une vingtaine d'années. Et donc c'est un développement extrêmement intéressant, extrêmement valorisant aussi pour la principauté, puisque c'est de la haute technologie, c'est de la haute valeur ajoutée. Et ça ne peut que compléter nos efforts et notre positionnement dans ces nouvelles technologies. Et je crois que c'est une perspective extrêmement intéressante et extrêmement valorisante pour l'économie de la principauté, puis pour le prestige de la principauté aussi. Et puis il y a un lien bien entendu évident avec l'environnement, puisque ce sont des satellites qui vont recueillir essentiellement des données pour des prévisions météorologiques. Et sachez pour terminer que la jeunesse sera impliquée puisque la société échange en ce moment avec la DENJS afin de permettre à des élèves de contribuer à la mise en place de ce projet. Régulièrement, les sapeurs-pompiers de Monaco reçoivent des formations ou valident des acquis via des exercices, des entraînements obligatoires. C'était le cas dernièrement du côté de Cannes où se trouvaient Émilie Rousseau, David Bernardi et Clélia Renaud. Inaugurée en 2011, la base hélicoptère de la sécurité civile de Cannes assure des missions de secours d'urgence et de sauvetage. Elle intervient également dans la lutte contre les feux de forêt ou des missions de sécurité. C'est ici qu'une équipe des sapeurs-pompiers de Monaco vient d'effectuer une formation annuelle obligatoire, un entraînement basé sur plusieurs exercices. C'est une qualification obligatoire pour pouvoir être treuillé avec le Dragon 06. Une fois par an, 3 sapeurs-pompiers de Monaco sont testés, de jour comme de nuit, en treuillage avec civière et sans civière avec le harnais. Et c'est à bord de ce Dragon 06 que cette formation a eu lieu. Un hélicoptère qui peut accueillir 8 personnes à son bord et qui a une importante capacité de levage grâce à son treuil, jusqu'à 270 kg. Le Dragon 06 est avant tout utilisé pour le secours aux personnes. Le relief de la Côte d'Azur nécessite ce genre d'appareil car il peut aussi bien intervenir lors d'un accident en montagne ou de sauvetage en mer. Aujourd'hui, les exercices se dérouleront en 2 étapes, une à la base de Cannes, une autre du côté de l'Esterel. On va commencer par faire un exercice de treuillage devant la base ici avec une descente simple. On va prendre une personne à bord, donc une descente simple, qui viendra prendre un équipier pour une remontée double, ce qui permettra de simuler une récupération d'une personne, d'une victime au sol. Au niveau sécurité basique autour de la machine, donc je vous rappelle, interdiction de se présenter à la machine par l'arrière, présentation obligatoire par l'avant,
Et on rentre sous le disque du rotor uniquement avec l'accord soit du mécano, soit du pilote. Rappel des consignes de sécurité et des règles élémentaires. Pour ce genre d'entraînement, le sapeur-pompier doit être casqué, masqué et ganté. Il est important également de revoir les gestes pour communiquer. Donc ça veut dire stop, on arrête de remonter. Ce geste-là, ça permet de remonter et celui-là de descendre. On est d'accord ? Depuis la dernière formation il y a 1 an, des nouveautés sont apparues dans le Dragon 06. Cet entraînement permet donc également de se familiariser avec de possibles changements, comme par exemple ces manilles de sécurité situées à l'intérieur de l'appareil. Vous tirez les 2 œillets et là vous vous libérez. Voilà, donc ça vient d'être mis en place. Il faut connaître le matériel qu'on va utiliser. Donc il est clair que du matériel comme ceci, surtout de sécurité, va avoir une importance, une grosse importance pour nous. Là, vous pouvez nous expliquer ce que c'est justement Oui, en fait, en cas de crash, nous on est systématiquement, dès qu'on monte dans l'appareil, on est longé ici. Le mousqueton a une forme, on va dire, qui revient, comme ceci. Je vais vous montrer. Si on a un crash et qu'on est suspendu, le fait que le mousqueton soit en tension, on pourra plus l'enlever. En fait, en étant longé là-dessus, il suffit de tirer là-dessus, appuyer et on est dégagé. On va vérifier avant de partir l'équilibrage de la civière pour être sûr qu'elle ne soit pas complètement... Parce que si elle n'est pas bien, elle aura tendance à partir en rotation. Et même avec le drapeau, vous n'arriverez pas à contrôler. Le but est en effet de monter en sécurité avec la victime, d'autant plus que dans des conditions réelles, de nombreux paramètres sont à prendre en compte, tels que la situation de l'appareil, les conditions météo ou le souffle de l'hélicoptère. Les sangles sont bien répertoriées, noir avec noir et rouge avec rouge. Si vous faites l'inverse, le problème c'est que la civière va être comme ça. Et dans le vent, comme on va partir avec le vent relatif, donc le vent est par là, la civière va se mettre par défaut avec le vent qui va appuyer ici et elle va être stable. Si elle n'est pas stable, ça va commencer à tourner et là c'est le début des embrouilles. Bon, après il y a la dérive pour contrer la rotation. Et c'est pour ça qu'on essaye en entraînement, on n'est pas pressé, de bien vérifier que la civière elle est à peu près équilibrée. Après la théorie et le rappel des acquis, place à la pratique avec un premier travail en binôme, un exercice de dépose-récupération en condition, avant de prendre la direction de l'Esterel pour de nouvelles manipulations. Grâce à cette formation, les sapeurs-pompiers de Monaco peuvent faire appel aux équipes de la base hélicoptère de la sécurité civile de Cannes pour des interventions nécessitant le Dragon 06. Retour en principauté, au cœur de la salle Garnier où Marc Monet a dévoilé les temps forts de la prochaine édition du Printemps des Arts, édition 2020. Voici le reportage de José Sacré. Des orchestres de premier plan, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour 2 concerts, les Folies Françoises, l'Ensemble Masque, les Quatuors Mona et Modigliani, des solistes de réputation internationale, 3 concerts de clavecin avec quelques-uns des meilleurs interprètes d'aujourd'hui et bien d'autres propositions excitantes seront au programme du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2020, présenté à la salle Garnier mardi 8 octobre par Marc Monet. Moi, ce qui m'intéresse, je le répète et je le dis toujours, c'est le public. Ça, c'est ma priorité. C'est-à-dire comment vous pouvez stimuler le public pour venir écouter des œuvres extraordinaires de notre histoire et de l'histoire du monde, tout simplement musicale. Donc voilà, je cherche toutes les entrées possibles pour créer du plaisir. Dans cette édition 2020 du Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui se déroulera du 13 mars au 12 avril, un pays sera à l'honneur, le Québec. Le Québec est très particulier. Il est très particulier puisque c'est une culture qui est d'origine française, mais avec toute cette influence nord-américaine. Et c'est un pays extrêmement dynamique. J'ai passé des journées là-bas fabuleuses, où j'ai rencontré que des gens qui avaient envie de faire des choses. Et partout. Et ça m'a fasciné. Et tous ces musiciens, il y a énormément de musiciens, il y a une activité
inconsidérable, je veux dire, qui a lieu partout. C'est au Sporting d'été qu'auront lieu les 2 derniers concerts du Printemps des Arts de Monte-Carlo avec au programme les musiques et danses de Bali. Bali, c'est un monde extraordinaire au niveau musical. Cette pratique que vous avez vue dans le film, eh bien, c'est le quotidien. C'est-à-dire que les gens passent dans la rue, s'arrêtent, regardent, partent, parce que tout ça est ouvert. Et c'est tout le village qui travaille là-dessus. Ce n'est pas du tout des artistes employés, etc. Pas du tout. C'est complètement intégré. Donc on va donner là une des meilleures, je crois, troupes qu'on puisse trouver à Bali, de musique traditionnelle, qui est entièrement authentique. Ça, je peux vous le dire à 100%. Quelle est la place du Printemps des Arts dans la vie culturelle, dans le paysage culturel monégasque ? Bien écoutez, le Printemps des Arts prend de plus en plus de place et c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle au vu du programme qui a été dévoilé aujourd'hui. Car le Printemps des Arts, je crois, pique notre curiosité, nous éveille nos sens et c'est très très important pour la saison culturelle. Au printemps, on a envie de découvrir, de voir autre chose, de sortir de l'hiver. Et grâce à cette programmation à la fois musicale, cinématographique, chorégraphique, on a vraiment un très beau panel de tout ce que peut nous offrir la culture en principauté. Je vous en parlais dans votre sommaire, place à présent à notre invité de la semaine. Il s'agit de Laurent Stefanini, ambassadeur de France en Principauté. Excellence, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Vous êtes notre invité de la semaine. Vous êtes depuis quelques semaines devenu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Principauté de Monaco. Toute première question, assez naturelle. Je voudrais d'abord recueillir vos impressions. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette nomination ? Écoutez, je souhaitais depuis de nombreuses années travailler en Principauté sous une forme ou une autre parce que je la connais bien depuis 28 ans. J'ai eu l'occasion de m'occuper de questions d'environnement à différentes reprises et de venir ici en mission à Monaco du temps du prince Régnier III et du souverain Albert II. Et donc je souhaitais vraiment pouvoir venir y travailler, donc je suis très heureux. Et pour moi, cette nomination n'a pas été une surprise. Vous étiez d'ailleurs présent en Principauté, me semble-t-il, lors de la visite officielle de François Hollande en 2013. Vous étiez à la tête du protocole. Alors, j'ai été pendant 6 ans chef du protocole de la République, qui travaille pour les présidents de la République, mais pas seulement. J'ai travaillé pour le président Sarkozy, pour le président Hollande, ce qui m'a valu en 2011 d'assister au mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène, et en 2013, effectivement, d'être l'organisateur de l'un des organisateurs de cette visite très réussie du président Hollande en Principauté. Le fait justement, vous citiez cette thématique il y a quelques instants, d'avoir travaillé pour la thématique de l'environnement, c'est un lien très fort qui vous unit justement avec le prince Albert II qui, rappelons-le, a bien sûr une fondation très engagée en faveur de la planète. Alors certainement, c'est un des sujets d'actualité, pas d'ailleurs seulement pour la Principauté, de manière universelle, mais ça m'a amené à travailler de manière étroite avec un certain nombre de personnalités qui sont toujours très actives en Principauté. Je pense à Bernard Fautrier, je pense à Robert Calcagno, et que je connais depuis, au fond, une vingtaine d'années. Donc ça crée un lien qui rend facile cette intégration en Principauté où je compte de nombreux amis. Je connais aussi le prince qui évidemment s'intéresse énormément aux questions d'environnement. C'est un vrai engagement personnel et donc il m'avait en quelque sorte remarqué. Donc venir en Principauté sur les questions de développement durable, aussi de développement durable, il y a un ministère
des relations extérieures et du développement international, et qui a une action d'aide au développement international importante et qui met en œuvre les objectifs du développement durable 2030. L'occasion de vous rencontrer aujourd'hui, c'est aussi pour nous l'occasion de vous poser une question, sous forme de petite piqûre de rappel peut-être. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le rôle et les grandes missions d'un ambassadeur? Alors peut-être de manière générale, parce que je sais que vous avez travaillé à New York, notamment auprès des Nations Unies, puis ensuite auprès de l'UNESCO, puis ensuite à Rome. À chaque fois, lorsque l'on est ambassadeur, on représente littéralement un pays? Alors traditionnellement, on distingue toujours 3 fonctions dans le métier d'ambassadeur. C'est une classification ancienne et le métier a beaucoup changé depuis quelques décennies. Évidemment, c'est plus du tout le métier d'ambassadeur de l'entre-deux-guerres ou de l'après-guerre. Mais les 3 fonctions, c'est la représentation, la négociation et l'observation. La représentation, c'est-à-dire défendre les intérêts de la France. Alors c'est facile en principauté parce que la communauté de destin partagé fait que, évidemment, nous nous entraidons en permanence. Donc c'est assez facile de représenter les intérêts français. C'est je dirais, du micro-travail. Mais c'est la défense des intérêts de la France, mais c'est aussi la défense des intérêts des Français. Parce que la communauté française, des Français qui résident, qui habitent, des enfants du pays, mais pas seulement, des 35 000 Français qui viennent chaque jour travailler en principauté, c'est un sujet. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la négociation, parce que compte tenu de l'importance de notre frontière commune, évidemment, il y a en permanence des négociations en cours, en perspective, et il faut aider à faire en sorte que ces négociations se passent le mieux possible. Plus, derrière, vous avez évidemment une négociation entre la principauté et l'Union européenne dans le cadre de l'accord d'association pour laquelle évidemment nous sommes là pour aider la principauté dans cette entreprise qui n'est pas simple. Et puis enfin, vous avez le troisième sujet qui est l'observation, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, rencontrer les gens, avoir les meilleures relations possibles avec elles, et puis évidemment rendre compte à nos autorités, parce que je suis l'ambassadeur de France, c'est-à-dire que c'est le président de la République et l'ensemble du gouvernement, mais en particulier le ministre des Affaires étrangères, qui m'envoie ici. Donc ça veut dire que je suis là pour rendre compte de l'évolution des choses à mes autorités. Je pense que votre agenda est déjà bien chargé. Est-ce qu'il y a, on va dire, peut-être des temps forts que vous pourriez nous citer pour ce dernier trimestre 2019, d'ores et déjà? Alors, je suis surpris, je dois dire, je suis très agréablement surpris. Je savais qu'il se passait beaucoup de choses en principauté, mais c'est encore plus que ce que j'imaginais. Vraiment, la principauté attire un nombre de personnalités et un nombre d'événements considérables. C'est tout à son honneur. Alors, parmi les événements majeurs, il y a eu évidemment, il y a quelques jours, la réunion du GIEC qui s'est tenue en principauté. Ça, vraiment, c'est important parce que le GIEC, c'est une des institutions internationales les plus importantes d'aujourd'hui pour nous mobiliser sur le climat. Et puis nous avons à la fin du mois d'octobre une grande réunion qui est la ministérielle de la francophonie. C'est-à-dire que les ministres de la francophonie de l'espace francophone vont venir à Monaco pour se réunir ici, ce qui prouve que Monaco est active non seulement dans le domaine du développement durable, non seulement dans le domaine de l'environnement, mais aussi dans le domaine de la francophonie. Il n'y a pas de frontière, j'allais dire, très physique entre la France et la principauté de Monaco. L'écrivain Colette disait d'ailleurs que les frontières étaient faites de fleurs, hein, une assez jolie phrase. Je sais que vous êtes très attiré justement par l'histoire et les relations internationales. Comment pourriez-vous décrire justement cette relation qui ne date pas d'hier entre la France et la principauté de Monaco? Écoutez, la relation elle est très ancienne, c'est-à-dire que d'abord la principauté existe sous une forme internationale ou une autre depuis le Moyen-Âge, depuis 750 ans.
a su conserver son indépendance, sauf de petites périodes de crise, mais elle a su conserver son indépendance et depuis le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis une époque quand même assez ancienne, depuis Richelieu et Louis XIV, la principauté est dans l'Alliance française. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, ces princes et ces citoyens aussi ont choisi de s'appuyer sur la France et d'être aidés par la France. C'est la communauté de destin partagé. Donc ça veut dire que ça fait une relation très très forte que nous n'avons pas avec aucun de nos autres voisins, même si nous sommes tous très, très proches aujourd'hui après les drames du XXe siècle et les affrontements que nous avons vécus meurtriers, nous sommes très proches, mais avec la principauté, il y a un élément, si je peux dire, de plus. Donc c'est d'autant plus plaisant de travailler dans ce contexte-là. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces instants. C'est moi qui vous remercie vraiment et donc dites bien que je suis très heureux d'être l'ambassadeur de France en principauté. Merci encore, merci. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Demain jeudi, le soleil reprendra le dessus sur les nuages. Les éclaircies seront plus nombreuses et plus longues que la veille. Vendredi, retour d'un franc et beau soleil. Les nuages disparaîtront complètement. Samedi, alternance de soleil et d'éclaircies. Les températures seront comprises entre 11 degrés le matin et 19 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le gris sera de mise, mais le temps restera sec. Lundi, du soleil et quelques nuages et des températures en hausse, oscillant entre 13 et 21 degrés au meilleur moment de la journée. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.